Alors on va discuter ensemble, comme ça, pendant une petite demi-heure, une grande demi-heure peut-être, et puis après on passera la parole aux questions du public. Si vous êtes d'accord, Karine, c'est un plaisir de vous accueillir ici à Lausanne dans le cadre de ce festival. J'ai longtemps cherché un mot pour démarrer cette conversation. J'ai longtemps cherché un mot pour dire ce que j'éprouvais à l'écran quand je vous voyais jouer. Euh, et en fait, quand vous êtes à l'écran, ce ne sont pas des personnages qu'on voit, ce sont des personnes. Et ma première question, c'était Merci déjà. ma première question, c'était d'essayer de comprendre ou de vous faire révéler votre secret pour cette justesse d'interprétation à chaque fois, cette justesse d'incarnation surtout. Alors, je pense qu'il y a différents types d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont plus intellectuels. Il y a des acteurs qui sont plus dans le contrôle, dans la construction de personnages. Et moi, je pense que j'appartiens à la catégorie d'acteurs qui se sert de son métier pour exprimer des choses de moi. Et j'ai une petite incompétence dans la vie, c'est que je ne sais pas mentir. C'est très étrange pour une actrice, mais je suis hyper franche, hyper directe. Et si tu me poses une question, je suis presque obligée de te dire exactement ce que je pense. Ce qui provoque parfois des situations un peu compliquées pour moi-même. Parce que je suis quand même capable de diplomatie, mais en gros, je ne sais pas mentir. Donc je pense que cette vérité-là ou cette authenticité-là, c'est une chose que je mets dans mes rôles parce que je ne sais pas faire autrement en réalité. Et j'ai été, je crois, dans mon enfance assez empêchée émotionnellement. C'est-à-dire que mes émotions mettaient ma famille très très mal à l'aise. Je suis un peu intense et j'ai beaucoup d'émotions. Donc mon métier me sert de... C'est une sorte de thérapie en fait. De thérapie, oui, d'une certaine façon. En tout cas, j'ai un terrain de jeu qui me permet d'exprimer beaucoup d'émotions, d'aller vraiment beaucoup là-dedans. Et du coup, ça me permet d'être à peu près plus sociable dans la vie. Finalement, ce métier, c'était une vocation ou alors une nécessité. Quand je vous écoute, au début, je pensais que c'était une vocation, puis quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'était une nécessité pour pouvoir laisser exploser toutes ces émotions. Je pense que c'est les deux. J'aime passionnément mon métier. J'ai l'impression que c'est la meilleure place pour moi. Et maintenant que je l'exerce, et à partir du moment où j'ai eu la joie de l'exercer, c'est devenu vraiment une nécessité. Je pense que si j'avais plus l'occasion de m'exprimer comme ça, je serais moins heureuse, je serais moins joyeuse et moins heureuse. Et c'est pas par comment dire, pour la célébrité, c'est pas pour tous les avantages merveilleux que ça offre, c'est vraiment parce que très profondément, j'aime me servir des personnages pour comprendre mieux, pour... Moi, par exemple, j'ai tout le temps la tête qui fonctionne, mais je pense que c'est pareil pour vous. Mais moi, je travaille tout le temps du chapeau. Donc, avoir un personnage dont je m'empare, c'est l'occasion pour moi de canaliser le fait que ça tourne tout le temps dans ma tête. Et ça devient une nécessité, oui, absolument. Parce que ces rôles, finalement, ce sont des petites bulles qui vous permettent de calmer ce flot continu. Votre propre personne, du coup, se concentre dans ces... Oui, exactement, absolument. Et puis, il y a un cadre dans le tournage, il y a un rythme, il y a des horaires. Tu arrives à telle heure, tu te fais maquiller à telle heure, tu as le déjeuner à telle heure. Donc, dans ce cadre, dans cette contrainte-là, je peux vraiment m'épanouir. Dans la vie, je suis plus en toupie. Des fois, je peux m'exciter toute seule, je peux faire 10 000 trucs dans la journée, plus arriver à me calmer. Voilà, le tournage me cadre, en fait, et ça me fait beaucoup de bien. Alors, c'est assez rare pour être remarqué. Vous êtes aussi apprécié de l'Académie des Césars et du milieu du cinéma que du grand, large public, aussi à l'aise dans le drame que dans les comédies. Est-ce que, dans le fond, c'est les drames qui vous ont permis de conquérir l'Académie et les comédies qui vous ont permis de conquérir le cœur du grand public? Est-ce qu'il y a comme ça une dualité entre ces différents styles? Et surtout, qu'est-ce qui est le plus compliqué, faire rire ou émouvoir? Alors d'abord, donc vous allez voir l'expression de ma franchise. Votre question ne m'intéresse pas.
Bon. Oui. Pardon. C'est-à-dire que savoir pourquoi j'ai conquis le grand public, je ne sais pas. En fait, ce n'est pas ma place de le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas une question que je me pose. Pourquoi est-ce que les gens m'aiment ou pourquoi est-ce qu'ils m'aiment pas? Je pense qu'il y a des gens qui m'aiment bien, puis je pense qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Et je ne me mets jamais à l'endroit de me dire pourquoi est-ce qu'on m'aime, ou est-ce qu'on attend de moi. Je pense qu'on n'attend rien de moi, que les gens m'apprécient, et puis un jour je peux dire un truc, faire quelque chose, et les gens ne m'apprécient pas. Donc en fait, je ne fais rien pour les autres, je fais vraiment les choses pour moi, en espérant qu'on me suive. Et donc, voilà, après mes pères m'ont récompensé plusieurs fois, et ça c'est une grande joie, une grande satisfaction, une grande fierté pour moi, parce que, bah voilà, comme je vous dis, je suis pas trop dans la séduction, et je fais pas des choses pour plaire, je fais vraiment des choses qui me ressemblent. Et ben, du coup, c'est bien quand on me dit, ben, même si tu fais des choses qui te ressemblent, et même si parfois tu as l'impression de ne pas être complètement dans le cadre, finalement, on te félicite. Donc ça, c'est super rassurant pour moi. Et ensuite, c'est plus difficile la comédie, je trouve. Parce qu'en fait, le drame, il suffit d'être complètement dedans. Il faut être très concentré, très, très ouvert comme ça à l'émotion, et ça déroule tout seul. Je trouve que dans la comédie, tu dois être à la fois complètement concentré sur ce que tu fais, et tu dois aussi avoir un pied complètement en dehors, où tu dois être spectateur de ce que tu fais, et où tu dois être dans le rythme. Parce que la comédie n'existe pas sans rythme. C'est-à-dire qu'une bonne réplique, elle fait rire si elle arrive au bon rythme. Si tu attends 3 heures pour lancer une vanne, par exemple, bon, bah, c'est plus une très bonne vanne. Par contre, si tu la sors assez spontanément, mais pas trop vite non plus, pile au bon moment, à ce moment-là, elle fait mouche. Donc il faut à la fois avoir la sincérité de la situation et en même temps cette notion de rythme que tu dois jamais oublier. Et en plus, je trouve que la meilleure façon de servir une comédie, c'est d'être dans une grande sincérité. C'est-à-dire que pour le personnage de comédie qui fait rire, ce qu'il est en train de vivre est un drame. Et c'est ça qui fait rire. S'il n'y a pas d'enjeu, ça fait beaucoup moins rire. Donc je trouve que c'est plus difficile la comédie en fait. Parce que t'es toujours au bord du gouffre en fait. T'es toujours au bord du truc où on fait oh c'est pas marrant, ou du pathétique, ou je sais pas quoi. Donc c'est ça qui est... Et puis finalement, c'est deux manières totalement différentes d'aborder le jeu. C'est une manière, la comédie, une mécanique de précision, alors que l'émotion, on est plus dans le vécu direct. Oui, c'est ça, absolument. C'est-à-dire que parfois, dans le drame se suffit en lui-même. Une histoire atroce, t'as perdu ton gosse, il a été sauvagement assassiné, puis d'un seul coup, dans un supermarché, tu vois celui qui a assassiné ton gosse, il suffit que tu fasses ça, paf, il y a une musique, c'est filmé d'une certaine façon, t'as presque rien à faire en fait. Alors qu'une comédie, tu dois y aller. Alors, il y a quelque chose qui est assez... c'est vrai. Il y a quelque chose dans les rôles que vous choisissez. Vous êtes souvent associé à un cinéma du réel, un cinéma de la vraie vie. On vous a peu vu dans des films de genre. Alors, il y a un film en costume, un film d'époque qui va sortir dans quelques semaines. Mais on vous voit rarement, on vous voit peu dans des polars, plus dans ce cinéma de la vraie vie. Est-ce que c'est important pour vous comment vous choisissez vos rôles, parce que vous devez recevoir des... Eh ben, à peine vous me dites ça, je me dis, c'est vrai, j'aimerais bien faire des cinémas de genre. J'adorerais ça. J'aimerais beaucoup. Vous faites une enquêtrice dans Magnificat. Vous enquêtez en tout cas. Oui, mais ça fait quand même... Oui, c'est assez réel, c'est vrai, c'est assez réel. J'imagine que ça doit être un peu mon fonds de commerce. Mais non, je suis intéressée par tous les genres. Peut-être ce qui m'intéresse le moins, c'est la science-fiction, encore que ça peut être amusant. Mais ouais, je ne sais pas trop répondre à ça. Il y a plein de territoires de cinéma que vous aimeriez explorer encore, alors, du coup. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On va voir tout à l'heure Lulu Femme Nue. Oui.
qui sera projeté juste après cette conversation. Lulu, c'est une femme soudaine éprise d'une quête de liberté absolue. Quand on est actrice, justement, est-ce qu'on risque pas de perdre un peu sa liberté, soit en tant que personnage public, soit en étant enfermé dans un certain type de rôle ou de case? Est-ce qu'on doit se battre pour garder cette liberté? Alors oui, ça c'est sûr. Mais moi, je dois dire que c'est la chose qui me meut, c'est ma liberté. Je ne veux pas qu'être actrice, connue ou plus ou moins connue, m'empêche de faire exactement ce que j'ai envie de faire. Et il se trouve que mon métier ne m'empêche pas d'être absolument libre. Et j'ai l'impression que de mon métier, je récolte les choses très positives et je suis très peu embêtée. C'est-à-dire que ma célébrité, si tant est qu'elle existe, ne m'empêche jamais de faire mes courses, d'aller essayer un truc dans un magasin, de manger une glace. Enfin, je veux dire, je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Et les gens, globalement, sont très respectueux, très gentils. Et je suis jamais envahie, je suis jamais dérangée dans mon intimité. Donc, est-ce que ça vient de moi? Sans doute un peu, mais comment, je ne sais pas. Et après, être enfermée dans des rôles, bien sûr. Parce que ça tient aussi, enfin notre instrument c'est nous-mêmes, donc il y a des gens qui nous imaginent dans certaines choses et qui peuvent pas nous imaginer jouer autre chose. Moi j'ai déjà bien écarté le spectre, mais voilà, il faut toujours continuer à le faire, mais moi je suis très libre parce que c'est vraiment ce qui me meut en fait. Alors oui, c'est vrai que le spectre, il est large. Hein. Rien que l'année dernière, si on fait un petit inventaire, il y a eu Une nuit d'Alex Lutz, très poignant, on en reparlera tout à l'heure. Les plus légers, Nouveau départ avec Franck Dubosc et Sage Homme, avec Melvin Boomer, incroyable Joey Star dans la série sur NTM. Le très fantasy Swahood de Bruno Podalides, et puis l'enquête quasi policière, je l'ai évoqué tout à l'heure, Magnificat. Il y aura bientôt Madame de Sévigné. La routine au boulot, c'est justement quelque chose que vous ne connaissez pas, j'imagine. Le côté routinier de ce métier. Là, en une année 2023, on a pu voir 5 ou 6 facettes et rôles très très différents. C'est vrai. Est-ce que pour autant, c'est pas une routine? Je sais pas, parce que finalement, ça se passe toujours de la même façon. Comme je vous disais, tu as des horaires, tu espères avoir une bonne cantine. Tu as des horaires, tu as des metteurs en scène. Il y a quand même une routine du cinéma que j'aime bien, mais moi, la routine, je peux aimer. Je peux aimer la routine. Parce qu'en fait, ce qu'on n'aime pas dans la routine, c'est devoir faire des choses qu'on n'aime pas. Mais quand on fait des choses qu'on aime bien, du coup, la routine devient agréable. Si tu es contente de manger avec ton mari tous les soirs, c'est de la routine. Mais en même temps, si tu es content de ça, cette routine devient très agréable. La question qu'il faut se poser, c'est de faire tout le temps la même chose que tu n'aimes pas faire. Donc c'est là où ça devient pénible, la routine. C'est un peu ce qui arrive à Lulu. On en revient à Lulu. Elle a envie de partir. Elle a envie d'autre chose, oui. Elle s'en va, elle a envie d'autre chose. Ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est que cette envie arrive par effraction. C'est-à-dire, c'est pas mûrement réfléchi. C'est qu'à un moment donné... Et ça, j'adore ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments déclencheurs. Hein. Tout le temps, on a tout ça dans nos vies. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et on se dit... tu vois quelque chose que tu n'as pas vu avant et ça te fait prendre un chemin de traverse. Et ça, j'adore. C'est un peu comme dans Nouveau départ aussi, qui est sorti il y a peu de temps. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un point commun entre ces deux parcours. Tu te casses la figure, tu passes 2 semaines à l'hôpital, le truc s'envenime, tu sais pas pourquoi, et après ces 2 semaines, tu seras plus jamais la même. Il se passe toujours des choses comme ça dans la vie, donc j'aime bien quand les personnages se retrouvent face à ce genre de trucs. Alors Solveig Anspar, la réalisatrice de Lulu Femme Nue, elle est décédée subitement des suites d'une récidive de cancer après la sortie du film en 2015. Elle avait abordé le sujet de sa maladie dans Haut les cœurs en 1999. Enfin, c'était un film aussi sur ce sujet. Film dans lequel vous jouiez, je ne sais pas si je peux dire son alter ego. Parce que oui, son propre rôle. Son propre rôle. Il y a une boucle assez bouleversante entre ces deux films, entre la réalité et la fiction autour de cette maladie et de ce parcours de vie. Et puis, il y a Une nuit aussi, alors je ne vais pas divulgacher, comme on dit au Québec, le film Fable d'une nuit qui m'a vraiment bouleversé. C'est des sujets qui sont importants pour vous? Déjà, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que
On a tourné Haut les cœurs, donc c'était l'histoire de Solveig qui attend son premier enfant et à l'occasion de cette grossesse fait des examens et on découvre qu'elle est atteinte d'un cancer. Et donc elle a la vie et la mort qui grandissent de concert à l'intérieur d'elle-même. C'est un sujet assez poignant. Et à l'époque, donc en 99, quand on a fait ce film qui est sorti en 2000, c'est un sujet dont on ne parlait pas. C'est-à-dire le cancer, c'était la honte. Tu te cachais, tu te planquais, on savait que c'était pas contagieux, mais c'était la honte, le cancer. Et puis on te regardait, genre, elle a un cancer, la pauvre, elle va y passer. Et c'était terrible. Et ce film-là a été un film extrêmement important, parce que d'abord, il continue de passer dans les congrès de médecins sur, justement, qu'est-ce que c'est qu'un malade du cancer, sur comment aborder un malade de cancer, surtout quand il est jeune, etc. Et ça a vraiment fait... ça a été un témoignage extraordinaire qui a permis aussi, qui a mis sa pierre à l'édifice pour sortir le cancer de cette espèce de gang de honte dans lequel il était cloisonné. Et aujourd'hui, je veux dire, il y a des gens, on a des ministres, nous en France, qui ont le cancer, on sait qu'ils ont le cancer, ils mettent un bonnet, une perruque, ils vont bosser. Aujourd'hui, le cancer fait partie de nos vies, il est adapté, on peut parler à quelqu'un qui a le cancer, je veux dire, c'est pas un pestiféré. Mais à l'époque, c'était pas ça. Donc, je suis extrêmement heureuse d'avoir fait ce film pour cette raison-là aussi. Mais je dirais, je sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle... le film de Andrea Bescon et Éric Métayer, comment ça s'appelle, sur l'inceste. Les chatouilles, voilà. Ben, les chatouilles, au moment où on a tourné les chatouilles, on parlait pas comme on parle aujourd'hui de l'inceste, du viol sur mineur pareil, etc. Et j'ai l'impression que ce film a été une espèce de premier témoignage qui a permis à d'autres de s'exprimer. Donc le cinéma, parfois, a vraiment une vertu de s'emparer d'un sujet de société et de le révéler. Donc, Haut les cœurs, quand elle me l'a proposé, c'était assez fabuleux pour moi. Moi, je jouais plutôt des rôles de filles assez marrantes. Quand elle me l'a proposé, je me suis dit, waouh, est-ce que je suis capable de jouer ça ? Et elle me disait qu'elle voulait absolument une fille pétillante, pleine de vie, et qu'elle voulait pas voilà, une petite chose pour camper ce personnage, parce qu'elle voulait qu'il y ait une dichotomie entre ce qui arrivait à cette fille si joyeuse et si pleine de vie. Donc j'ai fait ça, et c'est vrai que c'est un film qui a un peu changé ma vie, parce que d'abord, voilà, je me suis découverte une actrice plus dramatique, en tout cas potentiellement, et puis que j'ai noué avec elle une amitié qui ne nous a pas quittés jusqu'à sa mort, et qu'on a été toutes les deux liées par un pacte d'authenticité et d'intime que j'ai rarement eu, que j'ai même pas eu avec un autre réalisateur. Et que c'était comme si c'était un inconscient qui parlait à un autre inconscient. Et on a fait une chose que je trouve, voilà, on a fait 2 films ensemble, qui sont 2 films que j'aime infiniment, et qui, je pense, parlent très profondément de moi aussi. Je pense qu'elle a su capter quelque chose de moi très, très profond. Et voilà, elle me manque comme amie, bien sûr, mais elle me manque aussi comme réalisatrice, parce que j'aurais aimé pouvoir vieillir avec elle. J'aurais aimé aborder voilà, le temps qui passe avec elle. J'aurais aimé être une actrice âgée, filmée par elle. J'aurais adoré ça. Il y a quelque chose d'infiniment ténu et de commun entre vos parcours de vie et vos parcours de cinéma, entre Solveig et vous. Entre Solveig et moi, non. Entre moi et moi, oui. Mais non, Solveig, c'était une femme islandaise par sa mère et américaine par son père. Elle était assez exotique, elle avait un sens de l'absurde, elle a fait des films très différents. Non, on était très différentes, mais il y avait quelque chose voilà, qui nous dépassait, elle et moi, et qui faisait qu'on était vraiment très jumelles, en fait. Alors, vous évoquiez le pouvoir du cinéma de faire prendre conscience de certaines choses, de poser des sujets de société au cœur du public, peut-être même de faire bouger les lignes. Je parlais tout à l'heure d'une nuit, moi ça m'a fait cet effet, une nuit, je suis sorti de là avec
des milliers de questions, je ne sais pas si des personnes, je pense que des personnes l'ont vu dans la salle, ici c'était moi, ici c'était nous, et ça ouvre beaucoup de champs de réflexion. Je vous demandais tout à l'heure si le cinéma avait des vertus thérapeutiques. Est-ce que vous pensez que le cinéma populaire, grand public, peut changer des choses, concrètement, dans la société, je veux dire? Est-ce que vous croyez à la vertu moi, je crois à la vertu de l'art. Je crois, je crois qu'un livre peut te modifier, peut te faire réfléchir autrement. Je pense que oui, le cinéma peut te donner un regard sur une chose que tu n'avais jamais pensé comme ça. Ça peut être des perspectives. Je pense que moi, par exemple, quand je vais pas très bien, quand je me sens pas bien, je vais au musée, par exemple. Et ça m'aère la tête, en fait. Ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. L'art, je trouve pas que ce soit anecdotique. Je trouve que c'est assez nécessaire comme expression de liberté, comme expression d'une intelligence, comme expression d'une émotion. Tu peux te sentir moins seul si tu vas au cinéma. Tu peux... je pense que... Moi, je sais qu'il y a des femmes qui m'ont déjà dit plusieurs fois je suis allée voir ce film-là et en fait, vous m'avez donné le courage qui me manquait, ou des trucs comme ça. Évidemment, c'est pas moi. Mais au fond, il y a quelque chose qui leur a parlé intimement et ça peut être l'élément déclencheur d'un mouvement, Oui, bien sûr, je pense que c'est nécessaire et que ça a du sens. Pas tout, hein. Pas tout. Et d'ailleurs, voilà, le cinéma change aussi. Le cinéma est plutôt construit par la télé. Et c'est pas forcément pour le meilleur. Parce qu'on décide que les gens ont besoin de ça, que les gens ont besoin de se détendre. Moi, il n'y a rien qui me détend plus que les bons trucs, en fait. Voir une merde où les gens jouent mal avec un sujet bidon, ça me détend pas, en fait. Ça me vide. Ça m'intéresse pas et ça me vide. Au bout de 5 minutes, je sais même pas ce que j'ai vu, je sais même pas pourquoi je l'ai regardé. Ça me vide. Alors que de voir un bon film... par exemple, je sais pas si vous avez vu Zone of Interest. Vous avez vu ce film? Oui. Bon, c'est pas la gaudriole, on est d'accord. Mais moi, ça m'a rempli, en fait. Cette façon glaçante de montrer les gens qui... Je sais pas, ça m'a fait réfléchir. C'est une chose qui me reste, en fait, qui me remplit. Donc, plutôt que de me vider, ça me remplit, peu importe que ce soit dramatique. C'est important pour moi. Est-ce que vous avez un contre-exemple, un film qui vous a vidé, par exemple? Parce que vous avez cité des films... Vous n'avez pas cité le film, vous avez parlé de films qui n'ont pas de sens, ou qui sont des comédies, ou des films ratés. Alors c'est vrai que The Zone of Interest, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je pense que c'est un film nécessaire, d'ailleurs. Tout le monde devrait voir ce film qui est poignant. Et dans les films pas du tout nécessaires... Ah, il y en a, je peux vous dire, il y en a... Mais je les ai oubliés. Ma bonne nature les a oubliés. Et comme vous savez que je suis franche, je n'hésiterai pas à le dire. Oui, non, là, ça me vient pas, en fait. Ça me vient pas. Non, ça me vient pas. J'ai oublié. Alors, vous dites que vous adorez aller dans les musées. Je ne sais pas combien de temps vous restez à Lausanne. Mais je vais voir le musée d'art brut. Voilà, très bien. Je vais voir le musée d'art brut demain. Ça me plaît infiniment. Un des plus beaux musées du monde. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pas, non, mais j'y vais. J'ai prévu, j'y vais. C'est calé. Alors, on a beaucoup parlé de sujets un peu dramatiques, un peu sérieux. Ce qui est assez fort, c'est que quand vous faites des comédies, alors je pense que vous avez du flair, ou vos agents ont du flair, mais même les comédies comme... Non, pas mes agents, hein, je suis pas une petite poupée. Hein, non. Je parle avec mes agents, oui. Mais enfin mon agent. Vous choisissez tous vos films. Évidemment. Donc vous avez du flair. Parce que même les comédies que vous faites sont jamais dénuées de sens. Et ça, c'est assez... Maintenant, quand on regarde Sage Homme ou Nouveau Départ, il y a une profondeur toujours dans le message. Il y a une clé pour faire un petit peu bouger les lignes sur le regard de certains métiers, ou le regard d'une diversité de genre pour Sage Homme, ou sur les questions qu'on peut se poser sur le couple après 25 ans de vie commune dans Nouveau Départ, et les possibilités que ça ouvre. Donc il y a quand même une histoire de flair dans tout ça. Il y a pas, même Les Randonneurs ou La Famille Bélier, qui sont d'immenses succès populaires, qui sont d'incroyables comédies, il y a quelque chose en plus derrière.
Bah, en gros, je pourrais dire que je fais des films que j'aimerais voir. J'ai pas de cynisme. Je me dis pas, je vais prendre un maximum d'argent et ça va faire un maximum d'entrées, mais par contre, je trouve ça nul. Je n'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas jouer ça, en fait. Je ne peux accepter un film que parce que j'y crois. Alors, des fois, je me trompe aussi. J'ai fait des trucs... je pense à un film qui s'appelle... comment ça s'appelle? Ah bon, bref, je vois l'affiche, je vois tout, mais je me souviens plus du titre. Avec qui? On peut peut-être... Avec Stefano Accorsi, un film de Diane Bertrand. Baby Blues. Bon, bah là, j'ai pas eu de flair, par exemple. Ça arrive, mais j'ai jamais le cynisme d'accepter une chose pour, à mon sens, des mauvaises raisons. J'y crois toujours, ça m'intéresse, ça m'amuse. Ça m'amuse. Alors, Madame de Sévigné, ça sort dans quelques semaines. C'est je crois, le prochain film qui sort oui. Dans quelques semaines. Et c'est, je crois, votre premier film d'époque. Non. Non? Alors, non, j'ai fait un film de Diane Curis qui s'appelait Les Enfants du siècle, où je jouais l'amie de Juliette Binoche. Et j'ai fait aussi Les Visiteurs, La Révolution, où j'étais aussi en costume. Donc vous allez partir sur les traces de Madame de Sévigné. C'est un film qui sort courant mars, je crois. Il est sorti en France. Il est sorti en France. Il va sortir en Suisse d'ici quelques semaines. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, c'est un film qui m'a été proposé il y a 10 ans. Donc il a mis 10 ans à se faire. Et la problématique à ce moment-là m'intéressait beaucoup parce que ça parle de la relation toxique entre Madame de Sévigné et sa fille, Françoise de Grignan. Et à l'époque, j'avais une fille aînée, ado, hyper difficile. Et quand on m'a proposé ce scénario, je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, les choses étaient pareilles. Les conneries n'étaient pas les mêmes, mais au fond, il s'agissait de la même chose. Et je trouvais assez passionnant ce sujet qui est que on a une femme, donc Madame de Sévigné, féministe pour l'époque, qui a la joie d'être veuve et fortunée. Son mari s'est fait tuer en duel pour une maîtresse. C'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes au XVIIe, tu te fais cocufier, tu dis merci, et tu baisses la tête, et tu dois être bien contente que tout l'argent du ménage ne soit pas dilapidé avec les maîtresses ou au jeu, quoi. Donc les femmes, vraiment, ont zéro liberté. Et elle, c'est une femme qui a conquis sa liberté, et qui a donc la chance d'être veuve, et d'avoir réussi à contenir l'argent du ménage, ce qui fait qu'elle est riche. Et donc cette femme féministe est une très bonne mère pour son fils, mais une mère plus discutable pour sa fille parce qu'elle espère que sa fille va reprendre le tuteur et l'emmener plus loin dans le féminisme. Et la fille, justement, elle lui dit non. Et elle se marie. Bon, je vous raconte pas le film, mais... Et la fille, justement, elle veut pas faire ce que sa mère pense qu'il faudrait qu'elle fasse. Et à partir de là, il y a une obsession de la mère sur sa fille. Il y a une volonté de la fille de se sacrifier pour faire exactement comme ne veut pas la mère. Il y a une espèce de principe de codépendance totalement toxique que je trouve personnellement d'une modernité hallucinante. Donc quand ce scénario m'est arrivé il y a 10 ans, je me suis dit, ah non, je veux faire ça, je veux parler de moi à travers ce film-là. Et bon, il s'est fait 10 ans plus tard, la problématique n'est plus la même. La fille est quand même sortie d'affaires. Et bon, j'ai quand même trouvé des choses. J'ai un peu déplacé ma raison de le faire. Mais voilà, ma loyauté était que, voilà, 10 ans après, j'ai pas eu envie de dire non. Ils se sont tellement accrochés à ce film que j'ai eu quand même envie de dire oui. Si même le sujet n'était plus si important pour moi, en fait. Parce que beaucoup moins prégnant, beaucoup moins essentiel à ce moment-là. Il y a donc bel et bien une part de vous dans chacun de vos rôles. Ah oui, mais absolument. De façon très intime, absolument. Et bien, on vous souhaite tout le meilleur, en tout cas, pour cette Madame de Sévigné qui sort tout prochainement en Suisse. Et puis, on souhaite aussi une sale combe pour Lulu Femme Nue qui s'est projetée tout à l'heure dans le cadre du festival Rencontre 7e art. Puis, je vous propose, avant de passer aux questions, qu'on applaudisse évidemment Karine Viard.
Voilà, alors notre formidable régisseur va faire passer un micro parmi vous si vous avez des questions du public. Elles sont bienvenues. Mais on s'entend comme ça. Oui, on s'entend comme ça, on peut le faire sans micro. C'est inhibant de parler normalement, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, ne vous pressez pas. Question. Allez. On vous voit peu au théâtre. Est-ce que c'est par choix? Est-ce que vous êtes peu attiré par le théâtre? Est-ce que peu d'occasions se sont présentées? Alors, chat échaudé craint l'eau froide. J'ai vraiment fait du théâtre, j'ai commencé par ça, et ça a été épouvantable. Je sais pas, sur, je sais pas moi, 10 pièces que j'ai jouées, il y en a 8 qui ont été épouvantables. Alors, soit c'est le metteur en scène qui est complètement dingue, soit c'est l'acteur. Je trouve qu'il y a un ego au théâtre qu'il n'y a pas au cinéma. Je ne sais pas comment dire, ça me correspondait peut-être moins, la vie de troupe, et tu es obligé de faire ça, et tu vexes machin si tu lui as pas dit bonjour comme ça, et tu aurais dû lui dire bonjour comme ça. Ça m'a trop contraint, le théâtre. Je me suis sentie en tôle, quoi. Et donc j'en ai plus fait. Et puis, il y a un metteur en scène que j'aime beaucoup, qui est argentin, qui s'appelle Martial Di Fonzobo, à Paris. Et en fait, je fais du théâtre avec lui. Et j'ai fait 3 pièces en 12 ans, je crois. Voilà, tous les 4-5 ans. Normalement, je devrais bientôt y retourner. Et c'est un type, je sais qu'il va réunir des gens joyeux et sympathiques. Je sais que lui, il est très amusant, il est très exotique. Donc, parce que le théâtre, ça peut être un sentiment de faire quelque chose et tout ça. Il peut y avoir une prétention, mais qui m'insupporte. Donc voilà. J'y mets mollo, quoi. Hein, tu peux avoir le sentiment que tu changes le monde parce que tu fais une pièce de théâtre. Et tout. Moi, ça m'étouffe, mais... Donc j'aime beaucoup, je vais beaucoup au théâtre, mais il faut que j'y aille si vraiment je suis sûre que ça va être joyeux au moins. À défaut d'être réussi, qu'au moins ce soit joyeux à faire. Ça dure longtemps en plus. Ça dure longtemps, tu vas en tournée, c'est harassant. Donc il faut que ce soit joyeux. Hein. Mais bon, c'est mon point de vue. Hein. Allez. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une envie de parler avec vous de ce film parce qu'il me fascine. Comment c'est de travailler avec Jeunet et Caro, parce que Delicatessen, c'est un film qui est vraiment fascinant et qui est vraiment bizarre dans le cinéma français, surtout à l'époque où il sort. Alors eux, vraiment, c'est 2 gars. J'ai d'ailleurs souvent travaillé avec des binômes, c'est assez marrant, des binômes de réalisateurs. Et j'aime beaucoup ça. Parce que vraiment, tu vas parler à papa pour certains trucs, tu vas parler à maman pour d'autres. Tu sais vraiment à qui tu t'adresses pour les trucs. Dans le couple Caro-Jeunet, Jeunet, il était proche des acteurs, et Caro, qui était vraiment beaucoup plus fermé, beaucoup plus bizarre, lui s'occupait vraiment de l'image, des effets spéciaux et tout ça, et en même temps, ils collaboraient sans arrêt ensemble. À l'époque où je tourne ce film-là, c'est un ovni, et on a le sentiment de participer à une œuvre très particulière et qui va marquer le cinéma à ce moment-là. C'est très étonnant, c'est très innovant, c'est très spécial. Eux, ils étaient... C'était ce qu'on pourrait dire aujourd'hui un peu des geeks, mais à l'époque, ça n'existait pas, enfin les ordinateurs n'existaient pas comme ils existent. Donc ils faisaient vraiment des trucs dans leur chambre en pâte à modeler, ils venaient de Saint-Étienne, ils étaient copains. Et puis voilà, cette force vive, cette intelligence incroyable de l'image leur a permis de faire ce film. Et c'est vrai que ça a lancé Jean-Pierre. Après, ils se sont séparés. Parce qu'en fait, je pense que Marc Caro était trop spécial. C'est un peu le côté obscur de la force, Marc Caro. Hein. Exact. Mais ouais, ils se sont séparés. Je pense que Jeunet avait envie d'ouvrir vers quelque chose de plus populaire.
Après, le truc de jeunesse, c'est de devoir se renouveler, en fait. C'est-à-dire que Delicatessen, ça a quoi, 30 ans? 91, oui. Hein, 31? 91, il est sorti en 91. 80. Ah oui, 80 ans. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il a fait plein de choses vraiment merveilleuses et puis que, voilà, que le côté un peu chromo, le côté un peu nostalgique d'une certaine époque a besoin de se renouveler aussi un peu. Et quant à Marc Caro, je l'ai perdu, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais j'aimais beaucoup ces deux gars. Alors, Marc Caro, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Jean-Pierre Jeunet, lui, il prépare, il est en train de tourner l'adaptation de Changer le des fleurs, le roman. Ah, voilà. D'accord. Ah, parfait, super. Eh ben, c'est super. Il devrait sortir voilà. dans un an. Voilà, c'est super qu'il fasse. C'est vrai qu'on est un peu loin de Delicatessen, du coup. Bah oui, bah c'est bien, tant mieux. Ouais. Bonjour, travailler avec une femme comme Mai Wen, par exemple, est-ce que c'est différent pour vous que le réalisateur soit une réalisatrice? Ah, alors pas du tout. Travailler avec un homme ou avec une femme, c'est pas différent dans la mesure où il faut toujours s'adapter à une personne. Il va y avoir des gens plus expansifs, des gens plus timides, plus rentrés. Donc il faut toujours s'adapter à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Tu peux être regardé avec, je veux dire, beaucoup de séduction par une femme et pas par un homme ou inversement. Enfin, je veux dire, c'est toujours l'adaptation à une personnalité. Mai Wen, avec les acteurs, avec certains acteurs, peut-être qu'il y en a d'autres que ça déstabiliserait énormément, mais moi, c'est une de mes réalisatrices préférées. C'est un de mes réalisateurs préférés. C'est extraordinaire de travailler avec elle. D'abord parce qu'elle n'est pas... elle est animale en fait. C'est comme quand tu travailles avec un animal, c'est-à-dire elle est ultra intuitive. Elle peut être aussi très difficile parce qu'elle est très sauvage, qu'elle peut d'un seul coup, je sais pas, elle se réveille un matin et la target est sur toi, quoi. Et d'un seul coup, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé et ça peut durer plusieurs jours. Et là, tu fais ouf. Donc elle est difficile, mais parce qu'elle est tellement à vif, elle est tellement à fleur de peau. Donc elle a les inconvénients de ses avantages, mais dans ses avantages, elle est terriblement excitante pour un acteur, elle est terriblement intuitive, elle t'emmène plus loin, tu t'en remets à elle, c'est une expérience d'actrice que j'ai adorée. J'espère vraiment qu'il me sera donné de retravailler avec elle. Je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, si elle me propose quelque chose, j'y vais les yeux fermés. Mais il y a des réalisateurs comme ça, par exemple les frères Larieux, que j'aime infiniment. C'est aussi des gars que je suis les yeux fermés. D'abord parce qu'ils sont complètement givrés, qu'ils t'emmènent dans des aventures rocambolesques, qu'ils n'ont pas tellement de limites, ils ne sont pas sages, ils ne sont pas polissés, ils ne sont pas corrects. Et j'adore ça, moi. Et donc, voilà. Dans le même genre, il y a un peu Bruno Podalides aussi, du coup. Alors, Bruno Podalides, c'est une merveille. Il est poétique, il est charmant, il est adorable, il est amical, il est amoureux de ce qu'il fait. Les gens l'adorent, tout le monde le suit comme ça. Mais parce qu'il est dénué de vices, il est dénué de manipulation, il est juste terriblement chouette. Et j'aime son cinéma, c'est une petite musique de chambre comme ça, et pareil, lui je le suis aussi, parce que je sais que ce sera toujours une aventure délicieuse, c'est vraiment manger un baba au rhum, devant un coucher de soleil, quoi. C'est très exaltant, c'est très délicieux toujours. Mais vous voyez, c'est un peu comme pour les personnages de vos films d'un coup, quand vous parlez des réalisatrices ou des réalisateurs, on entend parler de personnes et non plus d'une carrière ou d'un parcours. Cette manière que vous avez de parler des gens comme ça, d'incarner les personnes qu'elles sont. Mais parce vraiment. que, oui, ça revient à ce que je disais au départ, c'est-à-dire je ne suis pas intellectuelle, je ne suis pas une actrice intellectuelle. Ça ne veut pas dire que je sois dénuée d'intellect, mais je ne suis pas intellectuelle, c'est-à-dire que
ce qui m'intéresse dans les films comme dans la vie, c'est l'autre en fait, c'est la relation à l'autre, qui est l'autre, quelle connexion on va pouvoir avoir, à quel endroit ça se situe, comment on s'adapte l'un à l'autre pour créer une connexion qui va se situer à cet endroit-là. Et au fond, bah, les films, c'est pareil, je pourrais aller tourner avec un réalisateur qui a gagné tant de médailles en chocolat, qui a fait tant de films, et être dans un rapport très obséquieux, maître, pardon, et tout ça. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne me plaît pas, parce que la personne que j'ai envie de rencontrer, c'est pas la statue du commandeur. Moi, ce que j'ai envie de rencontrer, c'est quelqu'un que je vais rencontrer à cet endroit-là du travail, qui m'a choisi, et donc qui m'a choisi pour des raisons qui le regardent, que je n'ai pas besoin de savoir, mais à l'endroit où on se rencontre, qu'est-ce qui se passe, et est-ce qu'on y trouve notre compte, et lui et moi. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, je déçois les metteurs en scène qui me choisissent, et ils me déçoivent aussi. Et ça, c'est extrêmement douloureux. C'est très douloureux, en fait, pour moi. Parce que, comme je suis très intense, et que les choses, je les vis de façon très viscérale, c'est affreux pour moi. Et franchement, à ce moment-là, si je pouvais filer les clés à quelqu'un d'autre, dire tiens, prends ma place, viens, je te donne mon rôle, je le ferais, mais avec joie. Et bon, ça n'est pas possible, donc je prends mon mal en patience, mais voilà, heureusement, ça m'est arrivé très peu. Mais, bah oui, voilà, ça m'arrive heureusement très peu, parce que je pense que comme j'annonce la couleur assez vite, il y a peu de malentendus. Mais il peut quand même y en avoir. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de dénonciations dans le milieu du cinéma par des actrices. Je pense notamment à Judith Godrèche ou à l'encontre de Gérard Depardieu. Enfin, vous-même, est-ce que vous avez... quel regard vous portez sur tout ça? Alors, évidemment, j'ai fait la promo de Madame de Sévigné, donc la question n'a pas manqué d'arriver de nombreuses fois. Et cette parole qui se libère, évidemment, elle est nécessaire et elle est merveilleuse. Mais moi, je viens d'un temps, je viens d'une époque où il y a un certain nombre de comportements qu'on ne songeait pas à ne pas trouver normal, en fait. Je dis ça en n'en étant pas fière, hein, mais moi, je me suis fait ploter un nombre de fois inconsidérable. J'ai assisté à des réflexions sexistes un nombre de fois non moins considérable. Je veux dire, j'ai accepté d'être moins payée que des hommes parce que je trouvais ça normal. J'ai accepté qu'on me maltraite. Voilà, j'ai accepté des comportements paternalistes. J'ai accepté un certain nombre de trucs parce qu'on vivait une période, une époque assez aberrante où c'était un peu comme ça. Et je suis contente que ça s'arrête, en fait. Je suis contente qu'aujourd'hui, il y ait des femmes pour dire faut que ça s'arrête, ce genre de comportement. Mais à l'époque, on dit, par exemple, mais est-ce que le cinéma français était complice de ce comportement? J'ai envie de dire non. Bon, il y avait quelques dégueulasses qui étaient complices, mais la grande majorité du cinéma, évidemment, n'était pas complice. Mais c'est juste que c'était la norme, en fait. C'est atroce, mais c'est vrai. Et moi, Judith Godrèche, je savais qu'elle vivait avec ce vieux. Moi, ça ne m'aurait pas intéressé de vivre avec un mec de 30 balais plus que moi, même plus, 35 ans. Moi, c'était pas du tout mon truc. Mais en même temps, je la regardais en me disant, elle est sacrément mature, cette fille. Et en même temps, c'est assez chouette d'être la muse d'un réalisateur et de faire du coup des films avec lui. Moi, je ramais, je donnais des cours à des enfants trisomiques pour gagner ma vie. Je faisais des trucs pour la SNCF. Je me disais... moi, peut-être que j'aimerais aussi être la muse d'un vieux et faire des films et que ce soit beaucoup plus facile. Je voyais pas ça en termes d'abus, en fait. Et maintenant qu'elle le dit, ouais, elle a raison. Je pense que cette fille a été abusée par ce type. Ce type aurait dû dire non, mais sauf que c'était son plaisir à lui. Donc, mais le cinéma n'était pas complice de ça. C'est que, voilà, on n'avait pas l'impression que cette fille, même si elle avait 14 ans, elle subissait, elle était sous emprise. Donc tant que, bon, il y a des filles dans la salle, mais moi à 14 ans,
ça m'amusait des fois d'exciter un peu des vieux. Je sais pas, tu éprouves ta séduction, je veux dire. T'es pas juste une oie blanche et tout ça. Tu peux aussi parfois éprouver ta séduction. Tu peux être un peu agressive dans ta mais c'est à l'autre de dire non, jeune fille, stop, en fait, tu n'es pas à la bonne place. Et ce qui n'a pas été fait là, mais on vivait une période assez aberrante. Et je suis très heureuse que ça s'arrête. Et puis, ce que je pourrais dire aussi, c'est que cette période qui s'annonce et qui existe pour mon plus grand plaisir, il ne faut pas non plus qu'elle rende systématiquement les hommes bourreaux et les femmes systématiquement victimes. Parce que je pense qu'une femme, elle doit se défendre. Elle doit apprendre à se défendre. Elle doit se sentir soutenue par la société, ce qui n'était pas le cas avant. Donc maintenant, je souhaite que toutes les femmes se sentent soutenues par une société, mais avant toute chose, individuellement, une femme doit apprendre à se défendre, doit apprendre à dire non. Et je me méfie aussi du tribunal populaire qui voudrait condamner ce qui est... Enfin, je veux dire, tu dois condamner les viols, tu dois condamner toutes ces choses-là, évidemment, mais parfois dans la sphère intime, dans la relation amoureuse, tu dois, toi, en tant que femme, refuser des choses parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas être, je veux dire, judiciarisées. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve important que les femmes se défendent, mais qu'elles apprennent à le faire. Ça fuse là. Ouais. Ça y est, c'est parti. Moi, ça m'amène juste à une réflexion, ce que vous venez de dire, que j'approuve absolument. Je trouve que dans les rôles que vous amenez, que vous choisissez, il y a cette notion de féminisme très positif, constructif, qui pose vraiment le rôle de l'homme et de la femme, de la relation de l'homme et de la femme, qui doit être équilibrée, etc. C'est au centre aussi du choix que vous faites dans vos rôles, de passer ce message. Non, pas du tout. Non. Vraiment, c'est pas du tout délibéré. C'est juste que moi, je ne me reconnais pas dans ce féminisme porté par les jeunes. Mais ce féminisme, parce qu'il n'y a pas de place pour... Il n'y a pas de place pour l'altérité, il n'y a pas de place pour la nuance, il n'y a pas de place pour l'ambivalence. Et pourtant, on sait qu'un rapport homme-femme est rempli d'ambivalence, est rempli de malentendus. Et c'est ce qui fait cette aventure passionnante de rencontrer quelqu'un qui est différent de toi. Je pense que dans le rapport homosexuel, par exemple, il y a une chose où tu te reconnais plus. Mais quand tu es en face d'un homme, que tu es une femme, ou qu'un homme est en face d'une femme, il y a quand même un grand mystère de l'autre. Et dans cette altérité, il y a de l'ambivalence. Et ces jeunes féministes, encore une fois, je les remercie. Et je suis quand même derrière elles parce qu'elles sont tellement virulentes et elles sont tellement violentes que ce sont elles qui font bouger les lignes. Et sinon, les lignes ne bougeraient pas. Donc il faut être derrière elles. Mais c'est vrai que, voilà, il y a peu de place pour la nuance. Et soit tu es de ce côté-là, soit tu es de l'autre. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc... mais je ne choisis pas mes rôles en fonction de ça, je choisis mes rôles en fonction de ce que je suis, et je suppose que ce type de pensée passe, en fait. Mais vous savez, un rôle aussi, c'est une interprétation. Ça veut dire que, moi j'ai souvent pensé, je me dis, ah mais ce serait génial, évidemment ce serait rasoir, mais en fait de prendre un film, et de le faire jouer par le même réalisateur, tourné de la même façon, avec les mêmes plans, mais avec une interprétation différente. Et en fait, ce serait... Toi, quand tu interprètes, tu mets en exergue certaines choses qu'une autre actrice, elle mettra en exergue d'autres choses qui la mobilisent. Et du coup, le film serait très différent, avec un scénario le même, écrit pareil, mais ce qui va émaner va être du coup très différent. Et je pense que dans mon interprétation, comme les autres, en fait, je mets en valeur certaines choses et pas d'autres. Vous aviez levé la main, monsieur ? Ouais, mais vraiment, c'est un peu de temps, donc c'est bon. Bah non, ah non, allez-y, une dernière alors, oui, bien sûr. Moi, j'ai changé de sujet alors, mais...
Depuis une année, un vent de panique qui souffle notamment sur le cinéma américain à cause des images créées par l'intelligence artificielle. On a eu la grève des écrivains de films parce qu'ils veulent des garanties. Il y a les projets milliardaires de multiples plateaux suspendus en attendant de voir ce qui se passe. On sait très bien que ces images ne sont pas parfaites, mais on voit très bien qu'elles évoluent très rapidement. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? Est-ce qu'on en discute au milieu du cinéma français? Est-ce que vous avez des opinions là-dessus? Non, je sais pas quoi en penser. Très sincèrement, je sais pas quoi en penser. J'aurais tendance à penser qu'on se reconnaît davantage avec une vraie personne qu'avec quelqu'un construit de toutes pièces, si même c'est bien construit, parce que je pense que cette fameuse connexion dont je parle, elle est complètement immatérielle en réalité, et qu'elle se passe entre moi et vous, entre vous et vous, parce qu'on est des êtres humains. Je pense que si on commence à construire des gens qui correspondent à des canons, je ne sais pas quoi, si même on leur fait avoir du charme, une larme, une émotion, je pense que ce sera jamais reconnu intuitivement, intimement, de la même façon. Je pense que, ouais, ça représente un danger, c'est vrai aussi. Je ne sais pas quoi en penser. En même temps, j'aime pas l'idée de me dire c'est un projet tellement colossal que... Je sais pas. Non, je suis désolée, je peux pas répondre à ça, j'y ai pas réfléchi assez, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, tout ce dont je suis sûr, c'est que c'est pas demain qu'on pourra avoir une version numérique de Karine Viard. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est trop complexe.